educated, bad literature would necessarily disappear because they would know it was bad and they would not read it anymore. James Mill a fait une citation restée assez célèbre, disant que plus les masses étaient éduquées, plus la mauvaise fiction disparaîtrait. Parce qu'évidemment, plus on est éduqué, plus on s'apercevrait d'à quel point c'est mauvais. He was wrong. Et il se trompait. He had completely mistaken the nature of literary taste. Il n'avait rien compris au goût littéraire, tout simplement. Completely mistaken what people actually look for when they read. Il n'avait pas compris en fait ce que cherchent les gens lorsqu'ils se mettent à lire. And those kinds of expectations have always been violated. Ce genre d'attente n'a jamais abouti à grand chose en fait. In the 1890s, both in England and in France, there was a popular idea that the era of scientific romance had arrived. Au XVIIIe et XIXe siècle, en France comme en Angleterre, il y avait une idée qui s'était répandue, comme quoi ça y est, la romance scientifique venait d'arriver. So in England, new middle-brow magazines like The Strand, and in France its imitation, Je sais tout. Magazines like, again in France, the Nouvelle Revue, experimented extensively with imaginative fiction of all kinds. En Angleterre, des revues de milieu de gamme comme The Strand, ou les imitations françaises comme Je sais tout, même la Nouvelle Revue française, ont beaucoup expérimenté avec justement cette proto-science-fiction. And that created an enormous number of market slots for writers ambitious to write imaginative fiction. Ce qui a créé pas mal, on peut dire, de niches de marché, tout simplement pour des auteurs qui avaient envie d'écrire dans ce style. It didn't last. Ça n'a They pas duré. all discovered that it didn't sell, they all gave up. Ils se sont tous aperçus que ça ne se vendait pas et donc ils ont tous renoncé. To take one example, a Nouvelle Revue in France, it was very experimental while it was edited by Pierre Barthélemy Gurzy for about 7 years. La Nouvelle Revue française a été très très expérimentale pendant 7 ans sous la direction de Pierre Barthélemy Gurzy. And one of the writers who took advantage of that was his assistant editor, Henri Ostry. Une des personnes qui en a profité était son assistant, Henri Ostry. And then Henri Ostry became the editor-in-chief when Gurzy moved on, and he never published any more imaginative fiction except his own. Ensuite, ce personnage est devenu rédacteur en chef de la revue, et à partir de ce stade-là, il n'a rien publié de fiction imaginative qui n'était pas de sa propre plume. And he wouldn't have published that either, except that nobody else would publish it. Et il est probable qu'il ne l'aurait même pas publié si quelqu'un d'autre en avait voulu. So, one of the great classics of romance scientifique, Lolo Telepan by Ostry, only appeared in the pages of La Nouvelle Revue. You've never heard of it. It's vanished, it's disappeared. I'm the only person this century who's read it. I translated it. It's now available in English, not in French. But that is the fate of an awful lot of them. If Ostry hadn't been his own editor, it wouldn't have been published at all. It would have completely vanished. Donc en fait, le grand roman d'Ostry, dont je n'ai pas eu ici, c'est la preuve, oui. C'est la preuve qu'il est... Le Pantophone, oui. Bien connu, hein. Oui, bien connu et complètement... Et... Lolo Telepan, it's a good one. Luton Pantophone is an earlier one. Luton Le Pantophone. Oula, pardon, le Pantophone, excusez-moi. Donc oui, Brian dit qu'il est peut-être la seule personne de ce siècle de l'avoir lu, c'est complètement oublié. Non seulement il l'a lu, il l'a traduit, donc maintenant c'est à peu près accessible. Il y a 2 éditions. Oui, il y a 2 éditions. One has to bear in mind that is the context in which scientific romance is written. There are these brief windows of opportunity when suddenly someone thinks it might be a good idea to publish it, and then having done so, they didn't realize that it wasn't. Et c'est le contexte, en fait, de tout ce qui est romance scientifique, c'est-à-dire quelqu'un subitement décide qu'il y a un créneau pour ce genre, tente de le publier et s'aperçoit après, en général, qu'il s'est trompé. Voilà, quelle triste histoire. Ceci dit,
deux courants vont se développer à partir de cette époque-là. Un courant relativement sérieux, dont nous allons parler, avec des auteurs Rosny Henné, Maurice Renard, Jacques Spitz, même s'il n'est pas sérieux, mais il fait partie de ce courant-là. Et puis un courant beaucoup plus populaire, dont nous allons parler aussi, avec une floraison de publications hebdomadaires, de livraisons, et l'apparition d'auteurs importants comme Nizerolle, Jean de La Hire, des auteurs qui auront eu une très grande popularité et qui vont aussi, dans leur domaine, populariser le genre. Qui peut peut-être aborder les auteurs sérieux avant de passer au dessert? Moi, je vais juste parler, oui, parce que là, forcément, on a publié un livre sur Spitz, là, très récemment, enfin, qui va sortir très récemment. Le cas de Jacques Spitz, il est intéressant parce que Spitz est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux et qui ne prenait pas au sérieux ce qu'il écrivait parce qu'il avait été très influencé par les auteurs surréalistes. Donc, on va dire que ces œuvres d'anticipation, qui sont plutôt sur, on va dire, pas la fin de sa carrière, mais au moins son milieu de carrière, ce sont les œuvres qui vont lui apporter le plus de succès. Et en réalité, il ne prenait pas du tout au sérieux ce qu'il écrivait. Il y a toujours, évidemment, une dimension parodique chez Spitz qui est extrêmement importante. Et pourtant, ça va quand même être un des auteurs qui va être publié, notamment chez Gallimard. Donc, je veux dire, c'était vraiment des éditions tout à fait institutionnelles. Donc ça, c'est important de montrer qu'il y a effectivement des auteurs sérieux, entre guillemets, qui vont être considérés comme tels, même si eux ne se considéraient pas comme sérieux, qui vont effectivement publier de la science-fiction, parce que La Guerre des Mouches, par exemple, on est évidemment dans la littérature apocalyptique. Voilà, c'est quand même une littérature qui a, c'est au moins une œuvre qui a eu beaucoup de succès, entre autres avec la Comédie du Globe, etc. Le deuxième auteur dont je voulais parler, c'est Meyssac, bien sûr, parce que Meyssac, je pense qu'il a une double casquette. C'est quelqu'un qui va effectivement faire la promotion en France, ou tenter de faire la promotion de la science-fiction et du roman policier, parce que c'était quelqu'un qui avait lu les auteurs américains. Et ce qui est intéressant aussi c'est que par rapport, on n'a peut-être pas parlé évidemment des pulps américains, mais c'est quelqu'un qui va les découvrir, qui va les acheter, qui va quand même être en contact avec Gernsback quand même, donc ça c'est important, puisque même Hugo Gernsback à un moment donné a voulu lui confier quand même, la direction éditoriale de Amazing Stories, donc mais ça ne va pas donner suite parce qu'il va rentrer en France pour des raisons familiales et personnelles. Mais voilà, Meyssac qui était un universitaire, était vraiment complètement dans agrégé de grammaire, donc quelqu'un qui était tout à fait dans l'institution intellectuelle française et qui va à la fois théoriser, à la fois écrire de la science-fiction, même si, comme le dit Jean-Luc, on reste encore un petit peu quand même dans les marges. Oui, Spitz. Qui s'appelle Abraham Latin. Oui, voilà, ça c'est. Non, mais on ne va pas rentrer dans les paradoxes de. C'est souvent. Alors, c'est intéressant. Ce qui est intéressant. De science-fiction. Oui, ce qui est intéressant dans ce que dit Joseph, c'est que on a les auteurs sérieux sont pris quand même souvent dans des espèces de paradoxes par rapport à leur carrière, par rapport à ce qu'ils sont. Et Spitz et Meyssac, je pense, sont tout à fait représentatifs de ces paradoxes, de ce qu'ils sont dans leur essence d'écrivain en fait, et d'homme aussi. Je pense qu'il fait. Celui qui par contre n'est pas du tout paradoxal, c'est Rosny. Rosny, c'est pas du tout paradoxal. Lui, il écrit, au début avec son frère, mais c'est vrai que malgré tout, il y a les deux frères, mais c'est l'aîné qui écrit vraiment l'essentiel de ce qui est la science-fiction, la conjecture, on l'appelle comme on veut, du roman préhistorique jusqu'à des visions qui vont dans un futur lointain. Bon, lui, c'est tout à fait sérieux, sérieux pas au sens ennuyeux, mais il écrit absolument sérieusement. Et quand on lit les critiques de son temps, on est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il écrit longtemps, mais on va dire il est un peu comme Wells, il commence un peu avant Wells, c'est cette période tournant du siècle. Il est tout à fait pris au sérieux par ses collègues, par tout le monde. Il fait partie de l'Académie Goncourt. Là, il n'y a pas de problème. Là, il y a une science-fiction
tout à fait sérieuse, écrite par quelqu'un de sérieux et prise au sérieux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, là, on voit un cas où Ronin ne fait pas de l'ironie, il ne fait pas de la satire, très peu. C'est pas, il écrit, si j'ose dire, au premier degré, au sens fort de la chose. C'est pas du tout le Spitz. On est dans un monde. Il est comme Wells, je dirais. Il est comme Wells. On va le comparer à Wells. Voilà, c'est bien avant. Mais là, il n'y a pas cette impression que, à un moment donné, des auteurs intellectuels comme Spitz vont écrire de la science-fiction, mais ils vont l'écrire en souriant, en se prenant eux-mêmes pas très au sérieux. Ce qui concerne Rosnier, c'est la littérature. Ah oui, c'est pas le texte. C'est aussi la volonté chez Rosny, très forte, qui est rare, d'englober les connaissances humaines, c'est-à-dire de faire entrer la science dans la littérature. On en parlait un peu hier, c'est qu'au tournant du siècle en France, il y a tout de même des auteurs, des critiques aussi. On parlait de, comment ça s'appelle, Gauthier, bon, ça n'était pas du tout connu, mais un chroniqueur scientifique qui écrit, sont des gens qui considèrent que les connaissances scientifiques, la science, c'est un vrai sujet littéraire. Et on le prend comme les autres. Mais ils ne sont pas très nombreux à faire ça. Ils ne sont peut-être pas très nombreux à être très talentueux aussi. Donc, on peut s'étonner en France, au fond, de la postérité assez faible, je trouve, d'un type comme Rosny. C'est un vrai Wells français, mais il ne me donne pas l'impression de nourrir un courant. Enfin, moi, ça m'étonne. C'est des textes de force, on les lit encore aujourd'hui. On n'est pas dans le... quelque chose de bizarre. C'est abondamment réédité. Oui. Mais peut-être tout simplement parce que nous manque en France, ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est une revue de genre qui serait apparue très tôt, et qui serait apparue au début du XXe siècle, et qui aurait pu rééditer les œuvres de Rosny et les proposer en modèle aux auteurs continuateurs. C'est d'ailleurs une interrogation. Pourquoi est-ce que la science-fiction ne s'est pas cristallisée en France dans une revue qui lui aurait été propre? Oui, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Rosny également, c'est que lui, il positionne l'être humain dans un vaste tout. C'est pas le nombre du monde, il fait partie d'une forme de cycle. Et comme on le voit d'ailleurs dans la mort de la Terre, c'est que en fait c'est la disparition totale des êtres humains par une forme d'intelligence supérieure, en fait supérieure en tout cas, qui arrive à être différente. Et c'est ce qui est intéressant des Rosny, parce que c'est un des premiers à parler d'être de créatures vivantes et intelligentes, totalement différentes, ce qui était quand même relativement exceptionnel dans la littérature de genre, de science-fiction. Et donc, tout à l'heure, j'entendais parler de Maurice Renard, et là aussi, c'est un auteur très très important, en tout cas dans la science-fiction française, parce que c'est lui qui a posé un petit peu les bases du genre, donc, comme j'ai une mémoire un petit peu... Donc, quand il a écrit son ouvrage sur... C'est le seul à avoir fait merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès, c'est très important parce que, en fait, ce qui est intéressant avec Renard, c'est que c'est un écrivain qui était à la limite des genres, parce qu'il a écrit beaucoup de fantastique, et il a écrit aussi de la science-fiction, et en fait, il a su trouver, dans son étude, il a su faire un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il disait que la science, ok, mais elle pouvait quand même laisser la place à une certaine fantaisie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je pense, c'est ce qui a créé beaucoup de tort à la science-fiction à l'époque, c'est que il fallait que ce soit très rigoureux, très strict, très rigide, il fallait que ce soit prouvé scientifiquement, il fallait quelque chose, et il y avait peu de place à la fantaisie finalement. Et Renard, moi je trouve qu'il a su trouver ce lien étroit entre l'imaginaire et le scientifique, d'où le merveilleux scientifique. On était en train de se poser la question pourquoi merveilleux scientifique, alors merveilleux scientifique, etc. Quoi. Et j'avais relevé une phrase qui était très intéressante dans son étude.
il dit que le roman Un merveilleux scientifique, donc, c'est le produit d'une époque où la science prédomine sans que s'éteigne notre éternel besoin de fantaisie. Et ça, je trouve que c'est très important, parce qu'on peut très bien écrire une romance scientifique, mais en laissant place un petit peu de fantaisie, sans que ce soit forcément crédible. Et c'est ce que je trouve intéressant chez Maurice Renard. Il y a un petit aspect poétique aussi. Tout à fait. Comme on retrouve chez Rollin également, il y a beaucoup de poésie. Mais c'est vrai que ce sont deux auteurs qui ont marqué une période, cet âge d'or, qui a commencé avec ces auteurs et qui s'est plus ou moins terminé dans les années 30-40 où après on est passé à toute autre chose, quoi. Et qui a donné lieu après à toute une génération d'auteurs qui ont fait ça de manière volontaire ou pas, mais qui sont assez intéressants, parce que je pense que après ces auteurs ont abordé toutes les thématiques possibles et inimaginables, sur le voyage dans l'espace, sur les voyages au centre de la Terre, sur l'invisibilité, sur le surhomme, je crois que là on a une large panoplie. Il y a peut-être quelque chose de curieux chez Rosny, c'est que finalement Rosny n'est pas pessimiste. Or, en science-fiction, quand il parle de l'extinction de l'humanité, curieusement, quand on lit le texte, c'est triste parce que c'est la fin de l'humanité. Mais enfin, il y a une autre, il y a une autre intelligence qui va prendre le relais. Il y a une espèce de, c'est le contraire de la vision, c'est la même vision cosmique que Lovecraft, sauf que chez Lovecraft c'est tout le temps horrifiant, angoissant, alors que Rosny il dit regardez le monde comme il est prodigieux, et regardez nous on va disparaître, mais entre temps regardez tout ce qu'on va apprendre, ce qu'on va découvrir. C'est assez amusant, c'est inversé. Alors je pense que cette espèce d'optimisme, disons de regard serein, peut-être un terme excessif, mais disons de regard, je regarde le monde et j'admire et je réfléchis, j'y pense, ça ne plaît pas beaucoup, je préfère des choses pessimistes et angoissantes. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose là-dessus. Quand on lit Rosny, on n'est jamais angoissé, ça peut être tragique, mais c'est un beau tragique, c'est pas... on n'a pas peur, il ne cherche pas à faire peur. Si on a envie d'avoir peur, c'est soi-même, on va s'intellectualiser ça, mais on voit le monde. La nature n'est pas l'ennemi. La nature n'est pas l'ennemi, c'est comme ça. Il n'y a pas cette espèce d'angoisse, quelle horreur, la science doit nous faire découvrir des choses terribles dans Lovecraft, comme faisait remarquer Bertrand à un moment donné. On a l'impression en lisant Lovecraft par moment que c'est quelqu'un qui est épouvanté en lisant les définitions de Larousse, en voyant les trucs, parce que c'est horrible, oui et non. C'est le monde, effectivement écrasant, mais quel regard on a envie de porter dessus. Rosny porte un regard, je dirais pas optimiste, quoique je pense qu'il est assez optimiste. Il n'est pas naïf du tout, mais il porte un regard émerveillé au grand sens du terme. Et il considérait que l'humanité n'était que de passage. Voilà, mais ça ne constitue pas un problème. Alors pour beaucoup de gens, ça constitue un problème. Ce n'est pas parce que l'humanité disparaît que l'univers s'effondre. Voilà, oui. Je crois que Clément Hubert est en train de boucler une belle thèse sur Rosny, justement, je veux voulez intervenir. Oui, justement, pour revenir sur ce que tu dis, Tonel, on a beaucoup dit par exemple, que Matheson avec Je suis une légende. On a beaucoup dit que Matheson avec Je suis une légende se serait quand même beaucoup inspiré, ou du moins proposerait une sorte de réécriture de La mort de la Terre. Mais il y a quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que quand on lit par exemple La planète des singes de Pierre Boulle, je ne fais pas du tout référence au film, je parle bien du roman, La planète des singes est une meilleure réécriture de La mort de la Terre que ne pouvait l'être Je suis une légende. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je voulais revenir sur cette notion de merveilleux scientifique, parce que c'est vrai qu'en France, et notamment la littérature de la proto-science-fiction, en fait, elle est traversée, je pense, par deux courants. D'abord, on a un courant pessimiste, qui va effectivement être très prégnant, mais ça, c'est la littérature française en général, et la littérature de science-fiction française,
est très marqué par ce courant pessimiste, notamment quand même après les années 1920, évidemment après 1918. Mais en même temps, il y a cette espèce de courant dont a parlé Joseph. Et puis Rosny Aîné, c'est quand même quelqu'un qui a écrit sur la préhistoire et puis sur le futur, voire le futur extrême, la fin de l'humanité, comme si finalement il avait une vision complètement atemporelle de l'humanité, très englobante, et où il arrive finalement à abolir quasiment la chronologie et le temps. Donc il a effectivement une vision tout à fait cosmique. Et puis le merveilleux scientifique, dans merveilleux scientifique, vous avez merveille, c'est-à-dire le rapport finalement entre la science et la magie, et la science, dans le merveilleux scientifique, c'est un petit peu finalement la science vue comme une magie. Magie moderne. Voilà, magie moderne. Il n'y a pas vraiment finalement d'explication. On ne fait pas dans ces années-là, on ne fait pas du tout de la art science fiction, bien sûr. Donc on voit finalement le progrès scientifique comme une merveille au sens littéral, au sens de Mirabilia, la merveille, la magie.